En 2024, il y a eu 1,2 million de recrutements dans ce domaine qui est la tech. Et pourtant, 85% des personnes qui nous disent que c'est compliqué de recruter dans la tech. La pénurie de talent existe dans l'univers de la tech. Je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui recrutent comme il y a encore 10 ans. Ça se traduit par des managers très frustrés, des équipes de recrutement qui sont au bord du burn-out. Les recruteurs ne sont pas considérés comme des stratèges. Et donc, on va leur reprocher de ne pas avoir assez d'impact. Est-ce qu'aujourd'hui, LinkedIn est la plateforme incontournable pour recruter dans la tech? Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode de People Place. Moi, c'est Maude, je suis une ancienne DRH, aujourd'hui entrepreneuse. J'ai cofondé notamment le Temple RH, un centre de formation destiné aux professionnels DRH. Aujourd'hui, pour cet épisode, donc je reçois Claire Lachat. Salut Claire. Bonjour. Recruteuse et formatrice de recruteurs dans la tech avec 9 ans donc, d'expérience derrière toi. Tu travailles donc, dans le recrutement tech depuis 9 ans. Tu as créé aujourd'hui ta structure Wonder RH en avril 2025. Exactement. Et tu nous as fait notamment confiance pour le développement en tout cas de ta structure. Tu es aussi donc basée à Bordeaux. Donc là, on enregistre en effet à Bordeaux. Et donc aujourd'hui, ce qu'on va discuter, c'est on parle beaucoup de pénurie dans la tech, du recrutement tech. Les entreprises ont du mal à recruter dans la tech et donc tu vas nous apporter quelques pistes de lecture en tout cas pour aider les recruteurs ou les recruteuses qui nous aident à développer leurs compétences dans ce secteur d'activité. Mais juste avant de commencer, raconte-nous toi comment tu as arrivé en tout cas dans le recrutement déjà et dans le recrutement dans la tech. Bon, déjà, merci beaucoup, Maud, de m'accueillir sur ton podcast. Je suis arrivée dans le recrutement tech vraiment par hasard, mais comme beaucoup de belles histoires, j'imagine. Moi, initialement, je suis issue d'un secteur marketing, gastronomie, vin, marque de luxe aussi. Et puis, suite à ce master-là, la suite logique était donc de monter sur Paris. Et puis, pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu monter sur Paris, j'ai dû rester sur Bordeaux. Et puis, faut bien manger. Donc, j'ai dû trouver un travail dans le marketing, dans une belle start-up avec de très belles valeurs, mais ça restait une jeune entreprise. Donc, finalement, j'étais amenée à faire uniquement de la création de PLV et du démarchage. Et à ce moment-là, au bout de 6 mois, ma première ESN m'a contactée via LinkedIn pour un poste de chargé de recrutement IT. Et à ce moment-là, je ne connaissais absolument rien, ni au recrutement, ni à la tech. Mais j'ai dit oui parce que j'adore, j'ai une soif d'apprentissage et j'aime connaître et apprendre de nouvelles choses. Et à ce moment-là, donc, je suis rentrée dans cette ESN. Pour moi, c'était clairement du chinois. J'ai dû vraiment apprendre une nouvelle langue, m'auto-former sur la compréhension des métiers, sur le vocabulaire de la tech. Et puis ensuite, l'aventure a démarré comme ça, dans cet univers. Donc finalement, cette ESN, elle était assez audacieuse de se dire, je prends un profil issu du marketing sans expérience, entre guillemets, dans le recrutement. Donc ils t'ont vraiment formé de A à Z lors de cette expérience-là. Quel type de compétences donc, tu as recruté au démarrage de ta carrière dans la tech ? Des profils principalement applicatifs, donc tout ce qui va concerner la MOE, donc les développeurs principalement. Qu'est-ce que toi tu réponds à une personne qui dit que la pénurie de talent n'existe pas dans le recrutement tech ? Je rigole quand on me dit ça. La pénurie de talent existe, bien sûr, dans l'univers de la tech, mais existe pas forcément parce qu'il n'y a pas de talent, mais parce que je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui recrutent comme il y a encore 10 ans. Avant, je pense qu'on pouvait poster une annonce et attendre des réponses. Or, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Le marché est complètement non linéaire à ça, dans le sens où aujourd'hui, le recrutement est devenu pour le coup très marketing finalement. C'est une grosse stratégie d'acquisition. Parce que derrière, c'est du branding, c'est du copywriting, c'est de la conversion. Et aujourd'hui, si on ne se met pas à ces nouvelles compétences, il va être effectivement très compliqué de recruter des profils. Et la solution de facilité est de dire que les profils sont pénuriques. Mais moi, je pars plutôt du principe que c'est une question de recrutement, de méthode et de stratégie de recrutement, plus que de profils pénuriques. Et je vais juste aussi appuyer tes propos avec des chiffres. Je pense que c'est toujours important. Selon France Travail, donc en 2024, il y a eu plus quand même, je donne le chiffre, 1,2 million de recrutements hors intérim dans ce domaine qui est la tech. C'est juste énorme, puisque finalement le développement logiciel,
il est partout aujourd'hui, que ça soit dans l'industrie lourde, notamment dans la défense, dans bien sûr les startups ou les scale-up, et même j'imagine dans des secteurs d'industrie qu'on n'imagine pas, ce qui montre finalement que quand même ce secteur d'activité, il est quand même encore en plein développement, malgré la conjoncture qui n'est pas facile aujourd'hui. Et pourtant, toujours les entreprises donc jugent les recrutements difficiles. Donc c'est toujours dans cette étude de France Travail, jusqu'à 85% des personnes qui nous disent que c'est compliqué en tout cas de recruter dans la tech. Et donc les compétences qui sont aujourd'hui les plus recherchées dans la tech, il y a la cybersécurité, il y a notamment la gestion des infrastructures cloud, le développement web et bien sûr aujourd'hui l'analyse de données avec notamment par l'intelligence artificielle. Donc concrètement, toi, tu es sur le terrain, tu discutes avec les entreprises, tu formes aussi des recruteurs et des recruteuses dans la tech. Qu'est-ce qui bloque vraiment ? Est-ce que c'est le marché ? Mais bon, là, on voit que finalement, le marché, il est en plein boom. Il y a énormément d'offres quand même qui sont diffusées dans le recrutement tech. Ou c'est finalement ce que tu disais, le recrutement, les entreprises qui forment encore, il y a 10 ans, ce que tu disais, et ne prennent pas en tout cas ces nouvelles compétences. Je pense que c'est un petit peu des deux. Déjà, au niveau des 85%, pour moi, c'est pas simplement un chiffre, c'est pas une théorie. Ça se traduit par, on le voit, des managers très frustrés, des équipes de recrutement qui sont au bord du burn-out, oui, c'est comme ça, au bord du burn-out, des postes parfois qui restent ouverts pendant des semaines et des mois, on le voit, des postes dans la tech, des développeurs Java, des .NET qui restent ouverts pendant des mois. Ne me parle pas du Java, j'en ai recruté, et c'est... Oh là là, c'était 8 mois pour trouver un Java, quoi. C'était extrêmement difficile. Exactement. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, ça se traduit aussi par des candidats aujourd'hui qui sont sursollicités constamment. Donc si derrière les équipes de recrutement, elles n'ont pas le vocabulaire, elles ne maîtrisent pas les stats techniques, elles ne savent pas lire derrière les lignes d'une annonce, elles n'ont pas cette posture business, au vu du développement concurrentiel que ce marché amène, forcément, il va y avoir une pénurie et forcément les entreprises vont avoir du mal à recruter. Donc finalement, cette difficulté de recrutement, il y a en effet beaucoup d'offres sur le marché, donc il y a beaucoup de concurrence, mais aussi donc il y a cette acquisition de nouvelles compétences à avoir. Et donc il y a une étude de l'INSEE qui est hyper intéressante, qui montre aussi que lorsqu'une entreprise cherche à recruter un spécialiste, l'INSEE parle de TIC, donc TIC c'est technologie de l'information et de la communication, bref c'est la tech, 59% rencontrent des difficultés à le faire et donc 86% citent le manque de candidatures adaptées aussi comme le vrai problème. Donc finalement, je poste une annonce, mais les candidats et les candidates qui peuvent répondre à ce que je recherche ne postulent pas non plus. Oui. Je pense que c'est aussi une problématique culturelle. Aujourd'hui, les candidats, ayant été énormément sollicités, ils ont des attentes qui sont différentes. Ils ont des quêtes de sens différentes par rapport à avant. Ils ont besoin de flexibilité, chose qu'avant, c'est pas qu'ils n'avaient pas l'idée, mais que ce n'était pas culturellement instruit dans notre société aujourd'hui. Et si aujourd'hui une entreprise ne coche pas finalement toutes ces cases-là, il va être compliqué pour un talent de s'investir et de s'engager dans une entreprise. Pour moi, c'est très simple. Dans le sens où si on veut aujourd'hui recruter un talent, donc forcément on va passer par la fameuse magique marque employeur dont tout le monde parle, en rendant visibles les équipes, en rendant visibles les succès, les challenges, mais aussi les échecs qui peuvent servir de business case, qui peuvent être très intéressants aussi pour l'audience. Mais il y a également derrière aussi une promesse claire qui doit être tenue, c'est-à-dire ce que l'on offre aux candidats, que ce soit en termes de croissance, en termes de responsabilité, en termes de promesses tenues tout simplement. Et puis, il y a aussi l'onboarding, je dirais. Alors, pour moi, les 15 premiers jours d'onboarding vont définir l'engagement du candidat sur le long terme. Donc, l'onboarding qui est pour moi ultra important. Et bien sûr, la transparence. Tout le monde en parle, mais peu d'entreprises le font. Quand je parle de transparence, je parle surtout de feedback régulier, une fois de plus, promesses tenues et de visibilité sur la société. Sachant qu'on peut se le dire, la marque employeur, ça marche. On le voit donc même pour des grands groupes comme Saint-Gobain. J'ai notamment eu la chance de m'entretenir avec Laetitia Sylvestre qui met en place une stratégie de communication sur les réseaux sociaux pour recruter, mais encore des boîtes comme Alan et bientôt là je vais aussi discuter avec Maxime Bras et donc je pourrais en dire un petit peu plus, mais je ne pense pas qu'ils aient des difficultés à recruter notamment des développeurs et des développeuses puisque leur marque employeur est quand même, leur marque est déjà très forte et leur marque employeur est aussi très
discuter aussi dans les réseaux, j'imagine, aussi voilà, sur les réseaux. Ouais. C'est vrai que quand tu me parles de marque employeur, moi je pense aussi beaucoup au marketing, finalement, parce que... D'où tu viens finalement. Exactement. Quand je dis marketing, c'est pas le mot néfaste, c'est pas les fausses promesses. Non, pour moi, le marketing, il est ultra présent et surtout ultra important dans le recrutement, dans le sens où, comme je te disais tout à l'heure, le recrutement reste du marketing parce qu'il y a la stratégie d'acquisition, il y a le copywriting, il y a la conversion. Et finalement, la marque employeur, pour moi, c'est du pur marketing. Tout comme la chasse de candidats, ça reste une démarche commerciale. La négociation de package, par exemple, ça reste du closing. Et la promesse que l'on vend à un candidat, la vision que l'on vend de l'entreprise au candidat, c'est du storytelling un petit peu. Donc pour moi, le marketing a quand même une place très importante aujourd'hui dans le recrutement, d'autant plus dans cet univers qui n'a jamais été aussi concurrentiel qu'il est aujourd'hui. Et la question que j'ai envie de te poser là tout de suite, c'est quelle est la différence entre recrutement et acquisition de talent? Parce que c'est souvent on voit responsable recrutement, responsable acquisition, chargé d'acquisition, chargé de recrutement. Et finalement, quelle est la lecture que tu en fais aujourd'hui avec cette nouvelle facette, en effet, du marketing au niveau de l'acquisition et dans ce qu'on appelait en jargon marketing du growth? Parce que là, je vois en tout cas en termes de titre de poste plein de choses, mais on n'arrive plus finalement à s'y repérer. Qui fait quoi? Qu'est-ce que c'est exactement le métier de recruteur et qu'est-ce que c'est exactement le métier de responsable acquisition, par exemple? Pour moi, le métier d'acquisition candidat va représenter un petit spectre du métier de recrutement. Le recrutement, de manière générale, qu'est-ce que c'est? Ça va être alimenter une entreprise en talent. Ça va être structurer des équipes. Le recrutement va avoir un impact directement sur le delivery, sur la roadmap, sur le time to market. Ça va être attirer, ça va être fidéliser, mais aussi engager des candidats. Contrairement à l'acquisition de talents, où pour le coup, on reste dans le recrutement, mais on va se cantonner à aller chercher le candidat, aller le convaincre, mais on va peut-être pas s'occuper finalement de toute la suite du process. Donc ça reste un spectre dans le recrutement pour moi. Super. Écoute, moi je suis assez en accord avec toi. C'est voilà, l'acquisition, c'est vraiment le début finalement. Oui. C'est quelles vont être les stratégies que je vais mettre en place pour avoir finalement des candidatures dans mon entre guillemets, on fait beaucoup de jargon en anglicisme, pardon, dans le pipeline en fait, dans ton suivi en tout cas de candidats, dans ton vivier, voilà, dans ton vivier de candidats. Et donc c'est finalement sa responsabilité de s'assurer que ça soit via de l'outbound, donc via de la chasse, ou via de l'inbound, donc via notamment des stratégies de création de contenu et de stratégies sur les réseaux sociaux. Donc ça fait du bien de remettre un petit peu... Voilà, Et d'ailleurs, j'ai fait un post récemment sur l'outbound et l'inbound. Oui. Et la conclusion est qu'effectivement, les deux pour moi sont complémentaires. Tout à fait. Dans le sens où l'outbound, ça va être sur du court terme, contrairement à l'inbound, où on va être plus sur une stratégie long terme, mais qui pour moi est forcément indispensable pour sa marque employeur. Une fois de plus, on parle de marque employeur, mais pour l'histoire de l'entreprise. C'est ça, moi je me souviens quand j'avais rejoint une scale-up, donc qui avait levé 25 millions d'euros et on devait recruter toute une équipe tech. Et quand on part de zéro, l'outbound est essentiel en fait et même vital pour une entreprise parce qu'il faut aller chercher les talents puisque encore la marque employeur on recevait mais aucune candidature, tu vois, pour te dire et donc et après progressivement on crée une marque employeur et on reçoit des candidatures et donc après il faut mettre en place des stratégies pour que ça soit des candidatures qualifiées. C'est ça aussi le point qui est important, mais l'outbound est aujourd'hui vital et il y a des recruteurs et des recruteuses qui ne recrutent qu'à l'outbound et c'est ok en fait. C'est juste qu'il faut se dire que l'inbound ça peut aussi donner en fait de la visibilité et avoir de nouveaux candidats entre guillemets peut-être plus facilement puisque les candidats après vont postuler et donc avoir cette fluidité on va dire de candidature sur le temps. Oui, et puis au-delà de tout ça, je pense que l'inbound aussi aujourd'hui c'est une crédibilité. Demain, j'ai une entreprise qui me contacte. Le premier réflexe pour la majorité, je pense, des profils qui sont plus ou moins dans la tech, c'est aller sur LinkedIn, aller voir la page de l'entreprise, voir si elle est assez active, voir ce qui se passe. Même les développeurs, tu penses ? Pour certains, oui. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, je pense que beaucoup de développeurs ont beaucoup plus d'attentes que ce qu'il pouvait y avoir il y a quelques années, de par les différents médias qu'on a vu naître, les différentes entreprises. Oui, je pense qu'il y a vraiment eu un changement dans la société et donc du coup un changement aussi dans la quête de sens des développeurs aujourd'hui. Et c'est quelque chose pour eux qui est important.
Ouais, c'est ce que tu disais, tu partageais en effet dans un post LinkedIn qu'aujourd'hui dans la tech, le rapport de force est en faveur en tout cas des talents, des candidats et des candidates. Et donc c'est là, il y a très récemment, tu as fait un post sur LinkedIn qui parlait d'une nouvelle tendance anglo-saxonne, le multi-emploi structuré, qui permettait notamment de fidéliser les développeurs. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur cette méthode ? Oui, bien sûr. Alors c'est une méthode, c'est un modèle surtout aujourd'hui qui est connu dans les pays anglo-saxons, plus aux États-Unis actuellement. C'est très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un profil tech, c'est souvent dans la tech qu'on le voit. Peut-être que ça va se démocratiser, je pense que ça va se démocratiser auprès de d'autres profils, et je l'espère, mais généralement dans la tech, où ils vont avoir la possibilité aujourd'hui de pouvoir cumuler 2 emplois. À 50% chacun. Mais c'est un modèle qui, je le rappelle, est structurel, il est contractuel, il est ouvert, il est clair, c'est pas du salariat déguisé, c'est vraiment quelque chose de carré. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai vu une étude récemment, alors c'est une étude qui date de 2023, j'ai pas trouvé de chiffres plus récents, de la plateforme Deal, qui disait qu'aujourd'hui, il y a 10 et 15% de profils tech qui ont souscrit à ce modèle-là. Et justement, pour eux, c'est tout bénef, finalement. Pourquoi ? Parce que ça leur permet finalement d'avoir une sécurité. Dans le sens où quand tu as une mission qui s'arrête, tu as une autre qui continue. Ça leur permet d'avoir une diversification au niveau des missions. Ça leur permet également d'avoir un rythme prévisible, pas de surcharge cachée, comme dans certaines entreprises. Et finalement, je trouve que ce modèle-là répond vraiment à un besoin du marché où aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont envie d'avoir cette liberté-là, sans perdre en stabilité. Et donc, pour le coup, ce modèle y répond. En France, on le voit un peu moins. Maintenant, on commence doucement à le voir émerger via des contrats de temps partagé, des modèles hybrides, donc un contrat à temps partiel plus mission, ou encore avec d'autres plateformes, toutes les plateformes de freelance qu'on voit émerger. Mais voilà, ça arrive doucement en France. Et cette méthode, c'est possible en CDI ou c'est que pour des freelances ? Non, c'est une méthode qui est complètement possible en CDI. C'est ce d'accord. que je te disais sur le modèle hybride, avec les contrats à temps partiel. Ouais. Maintenant, bien sûr, factuellement parlant, toujours se renseigner dans le contrat de la petite ligne sur la non-concurrence, bien sûr, mais de manière générale, c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser amplement aujourd'hui. Ok, hyper intéressant. Et est-ce que tu aurais d'autres exemples de mesures qui permettent notamment aux entreprises de se rendre attractives aux yeux des talents tech ? Oui, bien sûr, et puis parfois des mesures qui coûtent pas si cher et qui sont possibles de faire. Je reviens une fois de plus sur la marque employeur. La marque employeur, donc montrer ses équipes, rendre ses équipes visibles. Je parle pas de photos générées par l'IA, mais vraiment ces vraies équipes visibles. Montrer les réussites, rendre les réussites visibles, rendre, comme on disait tout à l'heure, les échecs aussi visibles pour rendre aussi humaine l'entreprise et non pas simplement un mastodon qui génère du business. Via une promesse claire. Ce que l'on définit la promesse que l'on définit auprès du candidat en termes de croissance, en termes de responsabilité, en termes de projection. Mais également aussi, je dirais, toute la partie, la transparence, une fois de plus, la transparence, que ce soit en termes de feedback régulier, que ce soit en termes de promesses tenues également. Et puis, ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, nous, ce qu'on avait mis en place, c'était 2 choses. La première chose, on avait hyper bien travaillé notre SEO sur Google. On s'est dit, les développeurs, et j'avais fait une petite étude avec déjà les développeurs en interne pour comprendre qu'est-ce qu'ils avaient envie, qu'est-ce qui les poussait à rejoindre une entreprise. Et ils m'avaient dit, nous, c'est vrai qu'on fait pas mal de recherches sur Internet. Et donc, on s'était positionné sur Paris Startup Robotique, puisqu'on était dans la robotique et on apparaissait en premier dans les recherches Google. Et donc, voilà, on était en tout cas les premiers. Donc ça, on avait bien travaillé avec des articles pour remonter dans le système de Google. Et le deuxième élément qu'on avait mis en place, c'était des apéros tous les 6 mois. Donc moi, en fait, quand je faisais mon sourcing, j'avais des entretiens, je mettais de côté en fait des parcours qui étaient intéressants. Et donc 2 fois par an, on les invitait en vivier pour leur partager la vision de l'entreprise, comme tu disais, connaître les équipes. Voilà. Et grâce à ça, on crée un lien. Et au moment finalement où vous avez envie de changer, où ils se disent cette boîte elle est intéressante, on était ce qu'on dit en anglais top of mind dans la tête de nos candidats. Pour pouvoir les embaucher. Et une fois, même lors d'un apéro, on a même signé une offre pour te dire c'était un peu... Ouais, parce que finalement, tu humanises l'entreprise et l'entreprise ne se voit pas simplement, comme je te disais, comme un mastodon qui génère simplement du cash, mais aussi derrière des personnes en fait, qui construisent cette entreprise-là. Donc...
Ouais, tout à fait. Et il y a une autre donnée qui est intéressante selon l'APEC. La majorité des recrutements dans la tech se fait encore dans l'Île-de-France. C'est quand même 7 personnes sur 10. Comment toi tu vois cette donnée-là, avec notamment la culture du remote qui est important dans la tech? Moi, je trouve ça génial. Le remote, effectivement, pour rebondir sur ce que tu dis, j'avais également vu une étude qui disait qu'autrefois, 80% des recrutements tech se faisaient en Ile-de-France. Et quand le remote est arrivé, on a vraiment, du coup, cassé ce format-là. Maintenant, on peut recruter un petit peu de partout, que ce soit à Lille, à Nantes, à Bordeaux, mais même à l'étranger aussi. Et ça, c'est génial. Ouais. Et je trouve que c'est très bénéfique, autant pour les entreprises que pour les candidats. Pourquoi pour les entreprises? Tout simplement parce que ça amène une diversification des talents. Ça permet la réduction de coûts en termes de locaux, une meilleure aussi qualité de vie pour les candidats, donc forcément derrière ça entraîne de la fidélisation et de l'engagement de nos talents, mais également ça nous permet d'aller d'aller chercher des profils qui sont aujourd'hui moins sollicités mais tout aussi compétents que des profils qui peuvent être parisiens ou en région. Et donc, je trouve ça très, 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 très bien. Super. Après, si je peux me permettre, le remote, j'adore. Je trouve ça génial pour toutes ces raisons-là. Maintenant, il ne s'improvise pas. Derrière, il faut qu'il y ait une culture d'entreprise, il faut qu'il y ait des synchronisations, il faut qu'il y ait des outils qui soient mis en place parce que ça peut partir dans tous les sens. Donc, le remote, oui, moi, je suis pour à 100% à partir du moment où c'est quelque chose qui a été structuré en amont, posé, carré. Tout à fait, tout à fait. Et je vais juste me permettre une petite pause avant de continuer avec Claire. Voilà, si vous êtes RH, recruteur, recruteuse, si vous avez envie en tout cas d'aller peaufiner vos compétences RH, alors j'ai juste envie de prendre un petit temps pour vous parler du Temple RH. Le Temple RH, donc c'est un centre de formation, mais pas seulement, c'est aussi une communauté de professionnels RH comme Claire aujourd'hui qui veulent en tout cas reprendre une place stratégique, gagner en crédibilité, en posture, en impact dans leur entreprise. On y forme sur pas mal de sujets, donc l'entrepreneuriat, mais aussi la marque employeur, la communication RH, le leadership, la posture ou encore la digitalisation des processus RH grâce à l'IA et à l'automatisation. On forme en entreprise et aussi en format individuel. Et donc, si ça résonne avec vos envies, je vous mets le lien en description et maintenant, on reprend l'épisode avec Claire. Là, on a parlé un petit peu du contexte, du marché en tout cas de la tech. Et maintenant, j'ai envie de prendre un moment pour parler du recrutement, vraiment dans la tech. Parce que être recruteuse, moi je sais quand j'ai commencé par le recrutement, je suis un pur produit du recrutement. C'est vraiment, et donc avec Safran notamment et TechSpace Aéro, j'ai dû vraiment m'ouvrir. Donc toi, à Safran, j'ai recruté des opticiens. Voilà, donc c'était vraiment très, très particulier. Et plus tard, j'ai recruté notamment des ingénieurs roboticiens. Et être recruteuse dans la tech, c'est vraiment apprendre un tout nouveau langage que l'on ne nous apprend pas forcément, en tout cas à l'école. Et ça peut être assez complexe en termes d'apprentissage. Je me souviens quand j'ai mis les mains dans le machine learning, je dis waouh, le computer vision, c'était voilà. Et pourquoi toi tu penses aujourd'hui que les équipes recrutement ont encore du mal à être crédibles dans la tech? Et on entend, tu vois, moi beaucoup de mes collègues me disaient j'en ai marre d'être contactée par des recruteurs, des recruteuses qui n'y connaissent rien dans la tech. J'en ai marre de faire ces screenings qui ne servent à rien. Et donc il y a vraiment je trouve cette vision-là de crédibilité qui manque à ce métier. Ouais. Pour plusieurs raisons, je pense. Déjà, pour commencer, de manière générale, alors il y a toujours des exceptions, bien sûr, mais on fait appel aux recruteurs à partir du moment que ça brûle. Et puis une fois que le feu est éteint, chacun rentre chez soi. Aujourd'hui, les recruteurs ne sont pas forcément impliqués dans les décisions stratégiques qui sont prises en amont. Ils vont être impliqués à partir du moment où l'annonce est déjà diffusée et allez-y recruter. Et je pense que du coup, ça reste un cercle vicieux, dans le sens où les recruteurs ne sont pas considérés comme des stratèges. Donc de par ce qu'ils ne sont pas considérés comme des stratèges, ils n'osent pas aller challenger le besoin lorsqu'ils reçoivent le besoin. Et donc de parce qu'ils ne vont pas challenger le besoin, ils ne vont pas être le levier de décision. Et donc on va leur reprocher de ne pas avoir assez d'impact. Je pense que c'est clairement culturel. Dans le sens où aujourd'hui, en France, ou peut-être ailleurs, alors pour toute transparence, ailleurs je ne sais pas parce que je suis en France, mais les métiers dits de relation sont souvent secondaires. Aujourd'hui, on va beaucoup valoriser les commerciaux, par exemple, parce qu'effectivement, factuellement, ils vont rapporter du chiffre. Les métiers de la relation, les métiers de l'intermédiation vont être considérés comme plus soft, donc secondaires, donc support.
Or, aujourd'hui, recruter, c'est tout sauf un métier support. Recruter, aujourd'hui, c'est aller convaincre, c'est aller négocier, c'est aller attirer, c'est aller engager les candidats. Et à partir du moment où, aujourd'hui, dans la culture des entreprises, on va être considéré comme des métiers support, forcément, ça va coincer. Ça va coincer parce qu'il y aura un sujet de non-stratégie mis en place et donc de non-anticipation. Et donc, on va se faire submerger par les incendies du quotidien. Voilà. Et donc, si on se regarde en face, si on fait pas un peu d'honnêteté, quelle part de responsabilité viennent des recruteurs et des recruteuses eux-mêmes, finalement? Alors, bien sûr, la part de responsabilité, c'est que tout recruteur est censé s'auto-former au métier de la tech, au langage, au vocabulaire également, mais également à cette posture business. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, il est très important, au-delà de comprendre les métiers de la tech, le vocabulaire, etc., il est très important que les recruteurs eux-mêmes s'intéressent à tout ce qui va être la data. Quand je parle de data, je parle de data de marché, mais également de data de conversion également aussi, de façon à ce que derrière, lorsqu'ils vont aller challenger un besoin, ils puissent avoir un argumentaire de données. Donc un argumentaire qui va être factuel et qui va être pris plus en considération par leur direction là. Et donc, pour toi, comment donc les recruteurs et les recruteuses, donc oui, il faut s'auto-former parce que encore aujourd'hui, et c'est malheureux, les écoles RH ne forment pas au recrutement correctement. Enfin, on forme aux bases, mais le recrutement, c'est pas juste je poste une annonce, je reçois un CV, je contacte. En tout cas, aujourd'hui, ça peut marcher sur certains métiers, mais notamment dans la tech. Ça ne marche pas, à 90%, ça ne marche pas. Et donc pour toi, comment renverser donc la tendance et comment ça s'est passé pour toi, qui notamment, tu viens du marketing et tu arrives dans ce monde de la tech, qui est quand même une des branches quand même les plus complexes en termes de complexité technique. Alors pour moi, comment ça s'est passé très simplement, j'aime apprendre. J'aime apprendre de manière générale. Donc, ça a été très simple. Je me suis auto-formée sur les rôles de la tech, et ce n'est pas un reproche, mais aujourd'hui, beaucoup de sociétés, que ce soit des ESN, des Scale-up, toutes sociétés confondues, quand on a une équipe de recrutement, on va former les recruteurs aux mots-clés. Donc, c'est-à-dire, on a besoin d'un développeur Java. Donc, je ne vois pas du Java, je suis désolée. Donc, tu vas marquer dans ton URL J2E, Spring Boot, etc. Mais on ne va pas aller derrière expliquer qu'est-ce que du Java, qu'est-ce qu'un langage back-end, quels sont les frameworks, etc. Donc, c'est là la mission du recruteur derrière, s'il souhaite évoluer dans ce métier-là et dans ce secteur-là, d'aller s'auto-former. Donc, pour moi, la première chose, ça va être se former au métier, se former au vocabulaire, mais également se former au business. Vraiment très important. Ça sera la première chose. Et donc ça, pour faire ça, finalement, on a la meilleure ressource en interne, c'est les développeurs. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un temps. En plus, ils adorent ça, les développeurs, partager leur quotidien et de discuter. C'est quoi le computer vision? C'est quoi les frameworks? C'est quoi Et donc, c'est aussi de se dire, s'appuyer sur les équipes en interne et de pas avoir peur, entre guillemets, de déranger les équipes tech, en fait. Non, et puis nous, en tant que recruteurs, c'est vrai qu'on a l'habitude de voir beaucoup de CV. Donc, c'est une bible d'or pour nous, les CV, dans le sens où chaque mot, chaque métier, chaque contexte client, si on ne le comprend pas, allez chercher. Aujourd'hui, on a la chance aujourd'hui d'avoir l'IA qui nous permet... Alors, ce n'est pas non plus 100%... Tout ce qui est dit par l'IA n'est pas 100% vrai, bien sûr, mais on a cette facilité aujourd'hui, contrairement à avant, d'avoir une encyclopédie devant nous gratuitement. Donc, à nous aussi d'aller chercher ce que veulent dire les choses. Donc pour moi, ce serait la première partie. La deuxième chose, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est toute la partie data. Aujourd'hui, si on veut aller convaincre des DSI, si on veut aller challenger notre N+1, si on n'a pas des chiffres, si on n'a pas de la donnée factuelle, on n'arrivera pas à les convaincre. Donc, s'intéresser aux tendances de marché, aux différentes benchmarks, vraiment primordial pour moi. Troisième chose, je dirais vraiment réussir à acquérir cette posture business, pas uniquement recruteur. Vraiment être dans ce rôle de prise de décision et non pas uniquement d'exécution. Et pour ça, comment on va muscler en fait ces trois parties-là? Pour moi, ça va être via de la reformulation, qui est hyper important, de l'argumentaire de données et de la confiance active. En fait, je vois un peu ça, si tu veux, pour faire une image, j'adore les images, comme le surf. C'est-à-dire que si tu es sur ta planche, que tu restes raide, inflexible, forcément tu vas tomber. Contrairement à, par exemple, tu es sur ta planche, mais tu vas savoir lire la vague, tu vas savoir anticiper la vague qui arrive derrière, ça va te rendre plus flexible, donc tu vas surfer sur la vague. Sachant qu'il faut aussi comprendre les histoires de vent, de machin. Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais, très clair.
Et donc finalement, pour toi aujourd'hui, j'ai eu la chance aussi de m'entretenir avec Vanessa Perilla, qui est vice-présidente chez Sphère, qui disait, elle était vraiment radicale. Aujourd'hui, mes recruteurs, mes recruteuses, ils ont vraiment 2 compétences maîtresses. C'est l'appétence pour l'IA, et de 2, c'est aussi la communication, le marketing et la partie business, comme tu le dis. Donc finalement, aujourd'hui, ce sont les compétences maîtresses du recruteur ou de la recruteuse aujourd'hui. Exactement, avec cette curiosité tech. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir puisque j'ai regardé cette interview que tu as fait avec Vanessa. Et je suis totalement d'accord avec elle quand elle parle de l'IA et qu'elle dit qu'aujourd'hui, l'IA est primordiale pour répéter, structurer, contrairement à l'humain qui va être parfait pour engager et convaincre. Et c'est quelque chose dont je suis 100% d'accord avec elle. Chacun son rôle, finalement. Chacun son rôle, et l'un ne va pas sans l'autre. Et aujourd'hui, c'est primordial pour moi. Demain, j'ai une équipe de recruteurs. Si ils sont réfractaires à l'IA, pour moi, ça ne matchera pas. Écoute, si on a une recruteuse ou même une RH qui nous écoute et qui recrute dans la tech et qui, et moi c'est ce que j'avais aussi de mon CTO, et qui n'ose pas challenger les managers sur notamment le critère du diplôme d'ingénieur qu'en France beaucoup de CTO en tout cas demandent, puisque dans la tech il y a beaucoup aussi d'algorithmie et donc de mathématiques. Par quoi elle devrait commencer pour ouvrir un peu entre guillemets les chakras sur des parcours, des profils qui potentiellement ne cochent pas toutes les cases, mais ça ne veut pas dire que la personne n'est pas efficace pour le rôle. Alors pour moi, plusieurs choses. Elle pourrait, une fois de plus, je sais que je suis formatée à ça, mais pour moi, c'est ce qui marche le plus, c'est de la donnée. C'est pouvoir donner des chiffres exacts sur ce qui a pu déjà se passer. Typiquement, il y a beaucoup aujourd'hui de développeurs qui n'étaient absolument pas issus du métier de la tech et qui pour autant aujourd'hui ont explosé. Donc vraiment pouvoir se servir aussi d'exemples précédents pour leur montrer que c'est possible. Ne pas forcément mettre en avant uniquement les compétences techniques d'un profil, mais aussi les compétences plus soft skills. Aujourd'hui, et puis on le voit beaucoup dans des startups ou dans des licornes qui se sont développées, type Snapchat, etc., où le recrutement a été fait pas forcément sur les compétences techniques des personnes, mais plus sur leur zone de génie. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question qui va se poser, il y a beaucoup d'entreprises qui se la posent, est-ce que vaut mieux recruter un profil expert sur une compétence ou un profil plutôt couteau suisse, qui va pas être expert sur une compétence, mais qui va être un petit peu bon dans tout, que ce soit sur la partie humaine, comme sur la partie expertise. Et au final, moi, la réponse que j'ai à ça, c'est les 2 types de profils, il nous les faut. Parce que le couteau suisse aura des qualités que le côté expert n'a pas, et inversement. Et pour répondre à ta question de façon plus pointue, puisque je me suis éparpillée complètement, ça serait de la projection. Projeter ton manager sur des profils avec des exemples concrets qui se sont déjà passés dans le passé. Et puis souvent dans le recrutement tech, il y a le passage du test technique. Bien sûr. Et donc finalement, c'est ce passage-là qui va être aussi important. Donc autant ne pas se filtrer et puis après agencer, parce qu'après l'objectif, c'est pas non plus... Parce qu'après le test technique, l'équipe doit quand même évaluer et passer du temps sur l'évaluation, mais c'est de se dire au début, élargissons, et puis on va voir potentiellement si certains parcours, certains profils, certaines tendances peuvent se marquer. Et moi, il y avait un CTO qui m'avait dit, mais tu sais, Maud, mon meilleur talent, c'est un boulanger. Mon meilleur talent tech, c'était un ancien boulanger. Donc en fait, comme tu as dit, la curiosité, la volonté d'apprentissage, parce que aussi dans la tech, ça peut bouger. Et donc c'est de se dire, si mon développeur il est curieux, il va vouloir aussi apprendre une nouvelle techno, des nouveaux frameworks, et c'est ça, et pas d'être... Tu connais un peu les Java qui sont restés très centrés sur leur langage, et pour eux c'est très compliqué notamment d'aller sur d'autres langages, mais c'est aussi en effet cette mixité qui est importante dans les équipes tech. Mais en France c'est quand même compliqué pour les CTO d'aller au-delà du diplôme d'ingénieur, et donc il faut faire preuve en tout cas de résilience et d'être audacieux dans les profils aussi annoncés. Ah mais tu l'as dit, hein. Je pense que le mot-clé quand on veut perdurer dans le recrutement dans la tech, c'est vraiment la résilience. Oui. Voilà, c'est vraiment... Super. Et donc, toi, je sais que tu es hyper active sur LinkedIn. Est-ce qu'aujourd'hui, LinkedIn est la plateforme incontournable pour recruter dans la tech ? Bien sûr que oui. Alors attention, il n'y a pas que LinkedIn, bien sûr, mais LinkedIn, pour moi, reste la plateforme numéro 1 pour recruter dans la tech, bien sûr. Okay. Je fais pas preuve d'originalité en disant ça,
Mais ça marche. Tout cas, de mon expérience, oui, ça marche. Ça marche, on arrive à... Après, il y a plein d'autres plateformes, bien sûr. Hein. Oui. Mais LinkedIn reste la première plateforme. Et puis, effectivement, en parlant de plateforme, il y a d'autres plateformes dont on parle moins, qui permettent aussi d'évaluer des profils. Je pense notamment à GitLab, à GitHub. GitHub, ouais. Où, justement, par exemple, on va rencontrer un profil tech. On n'aura pas forcément de test technique derrière à lui proposer. On va aller voir s'il est sur GitHub, aller voir les projets qu'il a fait, les projets qu'il a menés, etc. Donc, LinkedIn reste la plateforme principale. Maintenant, effectivement, il y a d'autres paramètres à côté et d'autres plateformes. Ouais, parfois, il ne faut pas juste réinventer la roue et de se dire comment je peux optimiser en fait, mes recherches sur LinkedIn. Les talents sont ici, que ce soit pour du cloud, pour du réseau, pour du SAP, etc. Donc ça, puis, LinkedIn aussi, ce qui est bien avec LinkedIn, c'est que oui, c'est la première plateforme pour recruter à mon sens, mais les recrutements peuvent être tellement différents sur LinkedIn, dans le sens où, oui, ça peut être poster une annonce sur LinkedIn, ça peut être aller démarcher des candidats sur LinkedIn, ça peut être publier des posts soi-même pour faire de l'inbound. Donc, grâce à LinkedIn, on peut développer une multitude de canaux d'acquisition qui sont géniaux. Écoute, on va bientôt finir l'épisode, c'est passé super vite et je veux juste remettre un peu d'inclusion dans la tech parce que c'est un sujet qui est quand même important et juste rappeler en fait quelques chiffres. Il faut savoir qu'il y a 29% de femmes dans la tech, ça c'est une donnée en tout cas de 2023, sachant qu'une femme sur 3 quitte la tech après 35 ans, donc c'est assez fort, donc ça c'est l'étude du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, et finalement il y a, j'ai vu aussi sur une étude que moins d'un tiers des demandeurs d'emploi dans le secteur sont des femmes. Donc les femmes recherchent un emploi, il y a des métiers dans la tech, mais on n'arrive pas à faire matcher les deux. Pour toi aujourd'hui, quels éléments peut-on mettre en place pour tendre vers plus de parité dans la tech? C'est un vaste sujet et c'est sûr qu'en 2 minutes tu vas pas me répondre, mais qu'est-ce que tu vois toi sur le terrain dans les entreprises? Effectivement sur le terrain, je rejoins les chiffres que tu donnes et que tu dis. Maintenant, je pense que c'est dû aussi à un manque de visibilité des profils féminins dans la tech. Je pense que c'est dû même dès l'orientation scolaire, où on met pas assez en avant la tech justement sur les profils féminins, dès le départ d'ailleurs. Et comment je verrais lever finalement ces chiffres-là, ça serait peut-être par plus de mentorat féminin, je dirais, plus d'offres d'emploi inclusives, plus de soutien à la parentalité, parce que ça reste un fait, heureusement et malheureusement à la fois. Et peut-être aussi et surtout de la formation des managers sur ces biais-là, justement, afin de pouvoir leur ouvrir leur esprit sur cet aspect-là du recrutement. Je reviens sur le côté mettre en avant plus les parcours de femmes dans la tech. Et moi, quand j'étais dans la tech, je m'étais investie dans une association qui s'appelle Women in AI, que je recommande formellement. Et notamment, on contactait des talents féminins dans la tech, où elles allaient, en tout cas, discuter de leur parcours dans des lycées, auprès de lycéennes, pour faire découvrir les métiers dans la tech, parce que malheureusement, l'orientation aussi connaissent pas forcément ces nouveaux métiers, et donc vont dire à des talents féminins, oh non mais toi, va plus en médecine, va plus en pharmacie, notamment dans les parcours S, et moins dans l'ingénierie, et donc ça peut jouer en tout cas sur leur suite de leur carrière. Écoute, merci Claire pour ton temps. Et juste avant de se quitter, j'avais juste envie de vous partager un message. Si cet épisode vous a été utile, si vous a fait réfléchir ou s'il a mis des mots sur des situations que vous vivez dans votre quotidien RH et recrutement, prenez 1 minute pour laisser un avis sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify et autres. Ça paraît anodin, mais pour un podcast indépendant comme People Place, ça compte énormément. Alors merci de votre soutien et d'être là épisode par épisode. À plus. À bientôt.